Monde. Dernière partie de tout ce sujet de la déficience visuelle. Donc cette fois, on va parler de l'enseignement du piano, en rapport avec la déficience visuelle, bien entendu. Bon, j'ai déjà évoqué quelques éléments pédagogiques dans les parties précédentes, mais bon, on va essayer d'entrer un petit peu plus dans les détails. Disons que, comme vu précédemment, donc avant tout, c'est l'établissement et la direction et les professeurs qui doivent mettre en place le plus d'outils nécessaires à l'accueil de la personne handicapée. Alors bien évidemment, selon le type de handicap, les démarches vont être différentes. Nous, on va comme toujours se limiter volontairement au cas de la déficience visuelle, parce qu'il y en aurait beaucoup d'autres. Et bon ben voilà, j'ai pas l'habitude de me prononcer sur des domaines que je ne connais pas. Celui-là, évidemment, étant naturel, je le connais parfaitement. Alors on va dire que déjà par expérience, on peut dire ça comme ça, avec moi-même ayant été élève, et étant toujours, bien sûr, des déficients visuels, à la fois enfants, élèves, adultes et enseignants. Bah, on va dire que pédagogiquement, donc j'ai vu le comportement de mes professeurs, de mes différents professeurs, et puis mon propre comportement pour évoluer, et également mon comportement avec le seul élève que j'ai pu avoir, qui était dans mon cas à l'époque. Bon, donc j'ai que ce témoignage-là que je peux apporter, mais pédagogiquement, l'élément le plus important pour moi, c'est tout simplement la compréhension du handicap. Alors évidemment, pour quelqu'un comme moi, c'est pas forcément difficile. Mais c'est justement pour ça que je fais cette vidéo, enfin que j'ai décidé de faire ces enregistrements. Et c'est pour essayer de faire prendre conscience aux éventuels professeurs qui auraient peut-être un jour des cas comme ça, comme moi et comme plein d'autres. Et ben voilà, pour qu'ils aient conscience un peu des différents problèmes rencontrés par ces élèves et qu'ils aient peut-être une meilleure compréhension de cet handicap. Voilà. Donc ben, disons qu'il faut arriver à comprendre les choses avant de commencer les cours. Ça me paraît être le plus important parce que le professeur, s'il commence directement à appliquer une pédagogie normale, il va droit dans le mur. Je veux dire, c'est même pas la peine. Donc, il doit au préalable, c'est quelque chose que j'ai retenu avec mes propres professeurs au conservatoire. Oh, j'en ai pas eu tant que ça, je ne sais plus combien j'en ai eu, un, 2, 3, 4, 5, j'ai dû en avoir 5. Je parle des professeurs de piano, bien sûr, pas de formation musicale, d'analyse, de musique de chambre et compagnie. Euh, mais ces quatre cinq professeurs que j'ai eus, comment dire, avant de démarrer les cours et d'entrer dans leur classe, ils ont dû poser 10 000 questions à mes parents, en fait, et à moi-même. C'est ça le plus important, c'est de poser un grand nombre de questions, le plus grand nombre de questions possible à la famille de l'élève, à l'entourage, et d'ailleurs à cet élève lui-même. Il ne faut pas hésiter, parce que parler, il faut absolument que l'élève parle. C'est très important, parce qu'il se décoince en même temps, tout est clair, tout est mis au plat. Il faut vraiment le faire. C'est une étape qui me paraît être la plus importante. Vraiment, il faut obtenir un maximum d'informations de la famille, de l'élève et de l'élève lui-même sur son problème, sur ses capacités cognitives aussi, sur son parcours. Ça nous en dit beaucoup aussi, son passé musical, mais pas que musical aussi. Ça peut être aussi sur ses goûts, sur son passé scolaire, sur son niveau en ceci, en cela. C'est vraiment la première étape, en fait. Elle est décisive. Elle est décisive pourquoi? Parce que c'est à partir de tous ces éléments qu'il faut absolument noter que on va déterminer nécessairement les orientations pédagogiques pour son élève. Voilà, moi j'avais fait pareil, enfin je me souviens que les professeurs avaient fait pareil avec moi, moi-même j'avais fait pareil avec mon élève. C'est normal. Remarque, moi j'ai pas eu forcément beaucoup de mal parce que je suis plongé dans ce cas-là depuis tout petit, donc c'était pas un problème. Mais enfin, disons que j'ai eu la chance de trouver quelqu'un qui a eu le même problème, en fait, en réalité. C'est pour ça. Ça aurait été un problème différent, j'aurais été confronté aux mêmes obstacles. Il aurait fallu que je pose plein d'autres questions pour comprendre davantage. Donc voilà, ça c'est la première étape, il ne faut pas la rater, parce que c'est à partir de là qu'on va vraiment orienter son style didactique, son style pédagogique. C'est grâce à cette recherche de données, à cette analyse psychologique en quelque sorte, et même physiologique, que le professeur pourra mettre en place une pédagogie parfaitement adaptée à son élève. Et c'est encore plus important parce que c'est à partir de ce moment-là, à partir du moment où le professeur aura parfaitement
analyser psychologiquement, physiquement son élève. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est le cas un peu pour tous les élèves. Moi, c'est quelque chose que je fais assez fréquemment. Avant de commencer les cours avec un élève, je pose plein de questions. Comme ça, je n'ai aucune surprise. Enfin bon, aucune, non, on en a toujours, des surprises. Mais bon, disons qu'on démarre avec des bases déjà, des connaissances, des points d'appui. Il ne faut jamais démarrer de zéro avec un élève, c'est pas bon. Il faut absolument connaître plein de choses sur cet élève pour le comprendre et pour tout de suite pouvoir adapter son vocabulaire, son style. Et là où c'est intéressant, c'est que cet élève va se sentir compris, il va se sentir en confiance. Donc en plus, toute cette première étape qui était importante va avoir pour conséquence que cela va améliorer la relation professeur-élève. Et ça, mine de rien, on dirait pas, mais c'est quand même un truc qui est hyper important. D'ailleurs, pour n'importe quel élève, mais particulièrement pour les malvoyants, bien sûr. Et donc, cet élève aura davantage la possibilité de s'épanouir musicalement, là pour le coup, mais même personnellement, au sein de cet établissement. Parce qu'il va se sentir entouré, à la fois par ses profs, par la direction, par tout ce qui sera mis en place, il se sentira entouré, dans sa recherche et dans sa réalisation d'objectifs. On va se limiter ici à la musique, évidemment, d'objectifs musicaux. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le professeur s'attachera à expliquer le fonctionnement de cette activité, qui est la musique, qui est une activité sensorimotrice. Mais attention, il va essayer justement de lui expliquer le fonctionnement de tout cela, ce qui n'est pas évident, parce que il faut quand même considérer que l'élève, lui, a un gros déficit. Et donc, il va devoir considérer son bagage sensoriel, qui est déjà très limité. Et ça, c'est un petit peu le point négatif, on va dire. Je m'en souviens moi-même quand j'étais élève. C'est-à-dire que certains professeurs s'y sont très bien pris avec moi, d'autres nettement moins bien. Mais parce que justement, il y a parfois un manque de compréhension et surtout les gens n'arrivent pas à se mettre à la place de celui qui est vraiment malvoyant. Il y a toujours cette histoire de fragmentation, on va en parler, encore j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente et même dans les autres, mais c'est le point, si vous voulez, négatif qui traîne tout au long de notre vie et qui nous embête pour plein de choses, plein de choses. Et justement, là, on est en plein dedans. En fonction de la connaissance des spécificités du handicap, il va falloir adapter aussi son mode de communication, bien entendu. Et alors voilà, on y vient à propos des déplacements. Expliquer des déplacements à un élève qui déjà voit pas grand-chose, c'est pas facile, franchement, c'est pas une chose aisée. C'est là que souvent les professeurs échouent, il faut bien le dire. Et bon, le plus important, c'est tout simplement l'aide gestuelle adaptée. C'est ce qu'on avait dit aussi je crois que j'en avais parlé dans la vidéo précédente, il me semble, ou celle d'avant, et même dans certaines méthodes que j'avais décrites dans une conférence que j'avais donnée en Chine sur l'aspect physiologique et psychologique de l'apprentissage du piano, c'est-à-dire c'est la prise de conscience corporelle. Ça va être l'élément déterminant pour la personne déficiente visuelle, mais d'ailleurs pour n'importe quel élève, c'est très efficace. Mais encore plus pour cet élève, bien sûr. Il faut une aide gestuelle adaptée pour bien lui faire sentir la notion de déplacement et tout ce que cela implique aussi au niveau de la dynamique du corps, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en général, sauf si évidemment cet élève a fait pas mal de sport, et donc ça change également la dynamique, ça change plein de choses, le sport est très très bénéfique pour l'apprentissage musical, de toute façon, ça apporte tellement de bienfaits, qui d'ailleurs parfois sont comparables à ceux apportés à l'apprentissage du piano, que forcément ça compense également pas mal de choses. Mais de manière générale, la dynamique du corps chez un déficient visuel est très particulière. Tout arrivant de manière fragmentée, il n'a pas du tout la conscience d'un corps uni, un corps unifié en quelque sorte, un corps unique. Il a vraiment comment dire, on réagit en fait de manière fragmentée, c'est-à-dire qu'on isole beaucoup les membres et on n'a pas conscience du tout en fait. C'est normal parce qu'on n'a jamais eu cette prise de conscience par le regard aussi, par le regard des autres. Quand on était enfant,
Donc du coup, il doit y avoir une prise de conscience des différentes parties du corps et du tout en fait, le tout qui doit être ensemble pour justement développer un élan général. Alors évidemment, comme d'habitude, on peut toujours compenser hein, par des choses hein, donc on a déjà détaillé, mais qui me paraissent importantes hein, dans le cas d'un élève malvoyant. Le monde imaginaire, la représentation mentale, hein, pour faire preuve de créativité. Et pour faire des comparaisons, bien sûr, avec des situations vécues, il faut adapter le vocabulaire en fonction des goûts. Enfin bon, ça, ce sont des généralités, mais qui fonctionnent parfaitement aussi, surtout dans ces cas-là. Donc il y a quand même de nombreuses possibilités, heureusement, qui permettent de détourner la vue pour contourner ce problème et pour compenser le manque. Vous voyez, quand on parle de représentation mentale, bah, c'est tout à fait ça. Il faut qu'au fur et à mesure, cet élève malvoyant se représente mentalement son corps en fait dans les déplacements, ce qui est très difficile, hein, parce qu'encore une fois, il a toujours une représentation fragmentée des choses. C'est normal, parce que la fragmentation, ça fait partie intégrante de lui depuis, c'est un processus qui est péjoratif, qui est négatif, mais qu'il a mis en place depuis sa naissance, parce qu'il n'avait pas le choix, en fait, au départ. Voilà. Et il a mis énormément de temps à réaliser ces choses-là, et malheureusement, ce n'est jamais ancré hein, psychologiquement. Donc, alors, bon, bah, concernant les chiffrages, bon, on en a déjà parlé avec moi-même, avec mon cas, c'est que si la vue restreinte ralentit trop le déchiffrage, bon, ben, faut pas s'emmerder en fait. Il faut vraiment mémoriser les choses. D'ailleurs, c'est naturel, complètement. Hein, chez la plupart des malvoyants, ils présentent une mémoire qui est largement plus performante que la moyenne. Il faut quand même l'avouer. Bah, c'est normal, c'est un phénomène de surcompensation. C'est tout à fait normal, ça. Donc, du coup, il faut quand même être très patient aussi. Et il faut pas essayer de, comment dire, de trop vouloir déchiffrer, en quelque sorte, de trop vouloir les faire déchiffrer. Il faut mieux apporter beaucoup d'explications orales à l'élève pour qu'il puisse mémoriser rapidement son texte. C'est ce qu'on appelle oraliser, c'est ce que les professeurs faisaient à l'époque avec moi. Ça marchait parfaitement. Oraliser la partition, pardon. C'est ce qui permet de guider plus facilement l'élève. Il faut lui faire prendre conscience des différentes parties, la forme, ça c'est ça. Là pour le coup je vous renvoie à hein, des vidéos que j'avais fait à propos de l'analyse hein, dans une autre conférence. Ça c'est quelque chose d'important et encore plus important pour ce genre de cas on va dire hein, parce que c'est comme ça que l'on peut rapidement avoir une représentation mentale de la structure globale de la partition. Ça, c'est hyper important. L'analyse harmonique, ça dépend évidemment du niveau de l'élève, bien sûr. Mais bon, considérons un élève hein, qui a déjà un certain niveau, qui a quelquefois, oui, 2 ans, soit 1 an, 2 ans. C'est tout ce qui est harmonique, il faut le faire très rapidement, hein, d'accord. La direction des phrases, la signification des phrases musicales, donner un sens, structurer la mémoire. Tous les points d'appui cérébraux possibles seront réutilisables par le biais de la mémoire chez les malvoyants. C'est comme ça. La mémoire des mouvements, bien entendu, hein, évidemment. Ah, aussi la combinaison des doigtés. Ça, c'est un truc dont je me suis beaucoup servi quand j'étais élève. C'est marrant, marrant, je sais pas si c'est le terme, mais bon, ça me revient. Et même encore maintenant, ça marque toujours ce genre de choses. C'est-à-dire que je voyais mon prof... ou je sais pas, par exemple, on déchiffrait une nouvelle œuvre, bon, naturellement, il mettait des doigtés sur la partition, ou parfois il m'obligeait à les mettre, comme ça au moins, ça m'obligeait à jeter un œil sur la partition, je m'approchais de très près, j'arrivais, bon, c'était pas un problème. Mais ce qui est très intéressant, c'est que par l'écriture, ou par le fait de les dire oralement en même temps, et d'essayer sur le piano, lui par exemple, il essayait, je sais pas, j'invente... imaginons qu'on a joué sol, mi, fa, ré, mi, do, ré, si, j'invente, hein, sol, mi, fa, ré, mi, do, ré, si, et donc, il écrivait 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3. Alors ça, c'est des trucs qui me restent. Ce sont des combinaisons, en fait, qui s'impriment instantanément, si vous voulez, dans la tête. Donc ça, c'est d'excellents points de repère aussi, hein, évidemment. Il faut insister, bien sûr, sur tout ce qui est le domaine de l'expression, parce qu'en général, hein, ces personnes-là développent justement une forme d'expression intérieure qui est très intéressante à exploiter. La recherche de sonorité, bien entendu, tout cela va contribuer au bon développement artistique de l'élève. Il faut absolument essayer de détourner en quelque sorte la partition pour en tirer le meilleur profit, le meilleur sens.
Alors il y a aussi la qualité de l'éclairage, tout simplement. On en a parlé déjà, c'est également à prendre en compte. Bon, ça reste un petit détail hein, pour les gens qui voient correctement, mais ça se révèle au contraire vraiment capital, on va dire, chez un malvoyant. Hein, c'est comme ça. Moi j'ai le souvenir que dans les jurys, par exemple, dans les examens, on m'a toujours demandé, avant que je ne commence, si l'éclairage me convenait. Ou même par exemple s'il y avait des rayons de soleil, s'il fallait tirer les rideaux, si ceci, cela, enfin bon, tout a toujours été fait hein, là-dessus parce que faut bien comprendre que si l'éclairage est trop intense, s'il y a au contraire des zones d'ombre, s'il y a un mauvais éclairage, rien qu'une simple variation de l'intensité en fait, et ben, tout ça, ça contribue à déstabiliser la vue qui est déjà quand même bien entendue, hein, on va dire, hein, bien fragile. Donc voilà, il faut toujours prendre cela aussi en considération. C'est tout bête, mais quand même, hein, faut pas l'oublier. Alors il y a aussi la position de l'élève. Ah ça évidemment, on en arrive toujours hein, à ce retard en quelque sorte. Hein, comment dire, l'élève, l'enfant malvoyant n'a eu aucun repère postural, aucun miroir hein, postural pour pouvoir se comment dire se confronter aux autres et rentrer dans les normes posturales. Donc forcément, c'est un truc qui est antinaturel, hein, complètement au piano. Donc du coup, il faudra toujours corriger la position de l'élève. D'ailleurs, de manière générale, il y a plein d'autres élèves hein, qui sont dans ce cas-là, mais particulièrement ceux qui ont un déficit visuel, c'est évident. Bon, ça c'est des trucs habituels, hein, ils se courbent, hein, on a le dos qui se courbe complètement. Et puis même, il y a toujours ce retard musculaire aussi, hein, qui va se corriger, qui encore une fois, bien sûr, est compensé par le sport, si sport il y a. Si ce n'est pas le cas, ben, bien sûr, il va falloir beaucoup insister là-dessus, parce que, bah, toujours pareil, c'est le retard moteur et musculaire hein, de quand le bébé s'est développé, hein, le bébé malvoyant, et qui traîne tout au long de sa vie en fait. Hein, c'est comme ça. Donc du coup, il faut faire avec. C'est pas grave, mais simplement il faut y penser. C'est plein de retards, de défauts accumulés dans l'équilibre de la posture qui réapparaissent facilement. Voilà. Donc chacun des membres doit s'activer au service du corps entier. C'est un concept évidemment qui est assez difficile à comprendre pour les personnes présentant une déficience visuelle. On en a parlé hein, juste avant, parce que, en général, il a plus tendance à isoler ses membres il ne les fait pas interagir hein, dans le but d'un élan, de créer un élan général, ce qui est bien dommage parce que c'est justement l'objectif hein, que l'on recherche. La représentation mentale d'un corps unique n'est absolument pas naturelle à cause de ce phénomène de fragmentation qui est omniprésent, hein, peu importe hein, que l'on parle musique ou non, hein, c'est pareil. Hein. Donc, on va dire que l'enseignant devra, en quelque sorte, hein, c'est un conseil hein, aux professeurs qu'on pourrait donner, c'est qu'ils devront se remettre en question. Hein, ça, c'est évident pour pouvoir adapter son vocabulaire, son style didactique, hein, ses méthodes, ses processus, hein, on appelle ça méthodologique, sa pédagogie tout simplement, hein, aux spécificités de la déficience visuelle et pour pouvoir transmettre un enseignement de qualité. C'est un exercice intéressant, hein, c'est une pratique réflexive, on appelle ça. Ça, c'est un sujet d'une conférence que je donnerai en Chine cet été. La conférence est pratiquement finie, je vais la publier bientôt. La pratique réflexive, hein, on en parlera une prochaine fois. Donc il faut apprendre à varier son style didactique. Bon, je vais faire une petite conclusion vite fait, mais bon, de toute façon, tout a déjà été dit, hein, mais bon. Bon, pour conclure, je me servirai de la pensée hein, du philosophe Kant hein, qui disait, qui faisait référence, pardon, à la sensibilité comme faculté des intuitions, et à l'entendement comme faculté des concepts. Là, on est en plein dedans. Hein, c'est avec toute l'intériorisation et la représentation mentale de ces déficients visuels, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que la réussite scolaire, la réussite sociale, la réussite sentimentale aussi de la personne qui présente ce genre d'handicap dépendra essentiellement du développement de sa sensibilité, du développement aussi de son entendement, tout ce qui est de l'ordre de la subjectivité. On en a parlé hein, déjà, l'intériorisation des phénomènes extérieurs, c'est quelque chose qui se retrouve après, bien sûr, lors de son apprentissage musical, hein, bien sûr, il y a une relation entre les deux, indirecte. Sa représentation mentale des choses, sa faculté de penser, sa faculté d'agir, selon ses propres intuitions. Tout cela peut, si ça a été suffisamment sollicité pendant l'enfance, et également stimulé par l'apprentissage musical. Il ne faut pas oublier que l'apprentissage du piano, justement, vous stimule certaines zones cérébrales et les développe. Donc si ces zones sont déjà
comment dire, prédisposés, comme chez beaucoup de déficients visuels, à être stimulés, ben forcément, la sauce prend vite, entre guillemets, si vous voulez, la stimulation est exponentielle. Et donc tout cela peut largement compenser une grande partie des problèmes naturels. Pas tout, évidemment, il ne faudra quand même pas rêver. Hein. Il faudra faire un gros travail personnel pour trouver une identité de musicien, mais de citoyen aussi, on pourrait dire, pour assouvir ses ambitions, qu'elles soient artistiques ou non, d'ailleurs. Voilà, je m'arrête là. Bon, simplement, j'espère que l'avenir peut-être ces enregistrements seront enrichis par le témoignage d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi-même et que cet élève. C'est juste ça que je regrette, c'est que et je ne peux parler finalement que de ce cas qu'est le nystagmus, mais il y en a tellement d'autres. Cas comment dire, de déficit visuel quand on passe en dessous de 2 dixièmes de vue, mais il y a énormément d'autres problèmes. Ça aurait été très intéressant justement, mais j'en ai jamais rencontré d'autres pour l'instant, à part moi-même et mon élève. Bon, ça aurait été intéressant parce que justement, on aurait pu faire des comparaisons entre différentes déficiences visuelles pour étudier les comportements, les différents comportements. Et tout ce que cela inclut, toutes les répercussions comportementales des différentes spécificités des différents handicaps en rapport avec l'apprentissage du piano, bien entendu. Voilà, je m'arrête là. Au revoir, merci.